Bonjour Olivier Faure. Bonjour à tous les deux et bonjour à ceux qui nous écoutent. C'est aujourd'hui qu'est présenté le budget pour l'année prochaine. L'objectif, vous le connaissez, 60 milliards d'efforts avec réduction de la dépense publique et des hausses d'impôts pour les plus fortunés et les grandes entreprises. Déjà sur l'orientation, est-ce que vous validez ? Que voulez-vous que je valide ? Moi, je suis évidemment favorable à l'idée qu'il faille faire des économies. Je suis favorable à l'idée qu'il faille aussi aller chercher la ressource fiscale là où elle existe. C'est-à-dire que pendant 7 ans, les grandes fortunes et les grandes entreprises ont été épargnées. Et donc, il est logique que désormais, alors qu'on s'aperçoit que la situation est proprement catastrophique, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Premier ministre, eh bien, il faut évidemment pallier cette situation. Et comment est-ce qu'on la pallie ? Là, effectivement, on a des désaccords profonds avec le Premier ministre. Sur les impôts, puisque vous en parlez, des hausses ciblées, exceptionnelles, temporaires, c'est ce qu'annonce le gouvernement. Oui. Est-ce que votre volonté, c'est d'élargir l'assiette ? Mais c'est pas d'élargir l'assiette, c'est de faire en sorte que celles et ceux qui peuvent payer, payent. Vous parlez de qui ? Mais je parle des grandes fortunes, des multinationales qui se sont beaucoup enrichies. Mais c'est pas ce qu'il y a dans le budget ? Dans le budget, il y a 300 grandes entreprises et puis une contribution minimale pour les plus riches. Alors d'abord, on ne connaît pas complètement l'épure de ce budget, mais ce que je comprends très bien, c'est que vous venez de le dire, il s'agit pour le Premier ministre de taxer les grandes fortunes et les grandes entreprises de manière limitée et temporaire. En revanche, pour tous les autres, pour vous, pour ceux qui nous écoutent, ce sera pas limité, ce sera pas temporaire. Et on le voit arriver touche par touche, parce que le Premier ministre n'a jamais annoncé lors du discours de politique générale ce qu'il allait faire, mais on voit bien que ce sont maintenant les retraités qui vont payer. On va désindexer leurs pensions. C'est un décalage de 6 mois. Ça veut dire qu'on les indexe, parce que si vous indexez sur 6 mois, ça veut dire que vous n'indexez pas sur l'année. Et donc, ça veut dire que vous ne suivez plus, en fait, le cours de l'inflation. Mais vous connaissez l'argument du gouvernement, c'est que les dernières hausses, revalorisation des retraites, ont été plus importantes que l'inflation. Non, mais il n'y a pas d'argument qui tienne. La réalité, c'est que ce gouvernement a fait un choix de faire payer d'abord les retraités. Il veut maintenant faire payer les malades. Faire en sorte que le reste à charge sur les consultations médicales soit de 4 €. Il va augmenter la taxe sur l'électricité, et qui va rapporter 4 milliards. Donc vous voyez bien qu'on est sur une trajectoire qui n'est pas du tout une trajectoire pour les plus riches, qui est une trajectoire pour tous les autres, et pour eux ce ne sera pas temporaire. Et je pourrais y rajouter le fait que les chômeurs vont aussi trinquer, puisque la réforme de l'assurance chômage est à nouveau sur la table. Donc on a là, en réalité, un espèce de paravent commode qui est de dire « oui, on va quand même faire s'occuper des plus riches ». Ça c'est 1 an, et c'est une fois, et c'est 20 milliards. Et ensuite, vous avez pour les autres des mesures qui ne seront absolument pas temporaires et qui vont restreindre ce qu'est le modèle social français. On va rentrer un petit peu dans le détail justement du modèle social. Vous évoquiez la santé, Olivier Faure, et France Info a pu consulter les pistes qui concernent précisément le budget de la sécurité sociale. Il y a cette confirmation, notamment la modification de l'indemnisation des arrêts maladie est bien sur la table. Est-ce que vous vous y opposez ? Oui, parce qu'il y a d'autres moyens et d'autres façons de faire. Nous avons hier fait la proposition donc de 49 milliards que nous pouvons trouver sur des recettes supplémentaires. Et là-dessus, nous verrons si le Premier ministre est, comme il l'a annoncé, apte au compromis, ou s'il est, lui, dans une forme de tout mon projet, rien que mon projet. Et donc, on va voir. Alors c'est quoi les 49 milliards d'économies chez vous ? Les 49 milliards... Les économies sont simples à trouver, enfin simples. Vous avez aujourd'hui des effets d'aubaine qui sont massifs. Vous avez aujourd'hui des exonérations de cotisations patronales au-delà, qui vont jusqu'à 3 SMIC et demi. Tout le monde sait, toutes les études économiques le prouvent, il n'y a aucun effet bénéfique ni sur l'emploi, ni sur les salaires, ni sur la compétitivité au-delà de 2 SMIC. Donc, c'est pas ce que dit le président du MEDEF ce matin. Patrick Martin dans Les Échos dit voilà, si on bouge tout ça, ce sont des centaines de milliers de postes qui peuvent être détruits. Mais d'ailleurs, on ne parle pas de la même chose, parce que ce que veut faire le gouvernement, si j'ai bien compris, et vous me corrigerez si vous avez des sources que je n'ai pas, mais ce qu'il veut faire, lui, c'est supprimer des cotisations au niveau du SMIC. Nous, ce qu'on dit, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a un moment, au niveau du SMIC, ça peut se justifier par le fait qu'il y a des emplois à protéger, parce que s'ils étaient à des coûts plus élevés, ils pourraient disparaître. En revanche, au-delà de 2 SMIC, on est sur des emplois qui n'ont absolument aucune menace, sur lesquels ne pèse aucune menace, et dont on pourrait supprimer les exos de cotisation, ce qui permettrait là de retrouver 8 milliards. Non, mais ce qui coûterait de l'argent aux entreprises, et qui, pour le coup, alors que ces emplois ne sont pas forcément menacés, si on entend en tout cas ce que dit Patrick Martin, il pourrait l'être demain. Mais vous avez chaque année, vous vous rendez compte que les aides aux entreprises, c'est 200 milliards d'euros.
200 milliards d'euros. Là, je vous propose de reprendre 8 milliards d'euros. Est-ce que vous pensez sincèrement que ça ne pourra pas se faire? Est-ce que vous pensez vraiment que ça n'est pas tenable? On a aujourd'hui un patronat qui hurle avant d'avoir mal, c'est sa nature, et c'est une façon de bonne guerre. Mais la réalité, c'est que tout ça n'a aucun sens. Vous avez, et si on prend simplement les cadeaux fiscaux qui ont été réalisés depuis 7 ans, c'est 62 milliards par an, selon la Cour des comptes, qui ont été offerts aux grandes fortunes, aux grandes entreprises. Là, nous proposons de reprendre 49 milliards. Moi, si on m'explique que pendant 7 ans, on me donne la possibilité d'avoir, en fait, la récupération de 62 milliards, et que, au bout de 7 ans, on me reprend 49 milliards, mais qu'on me laisse le reste, ben, j'estime que je serai très heureux. Et donc, on a là une approche qui est une approche idéologique de la part du gouvernement et de la part du pouvoir, qui ne veut pas lâcher. Votre approche aussi, elle est différente, parce que vous dites quoi? Vous dites faut pas rogner sur les dépenses, en tout cas moins, mais en revanche, il faut taxer davantage les plus riches, les plus fortunés, avec le risque qu'elles s'en aillent, ces grandes fortunes. Mais écoutez, elles ne s'en iront pas. Ça, c'est une histoire qu'on nous raconte à chaque fois. Que ça vous vous atteint rendez la compte que compétitivité des grandes entreprises aussi? Ça dit à bras clair. Rendez-vous compte que les 500 familles les plus riches de France ont en 7 ans doublé le montant de leur fortune. Doublé. Elles sont passées de 600 milliards à 1200 milliards. Et là, on propose de reprendre, nous, 49 milliards. Mais vous pensez qu'elles ne le peuvent pas? Vous pensez vraiment que si vous aviez... si vous gagnez au super loto et qu'on vous donne 600 milliards et que je vous dis je vous en reprends 49, vous allez me dire quoi? Vous allez me dire bon, écoutez, c'est de l'argent de poche, donc ok, prenez, parce que vous êtes généreuse et parce que vous avez envie de contribuer à la cohésion du pays. C'est ce qu'ils disent eux, hein, donc mais c'est pas ce qu'ils disent eux. Depuis 7 ans, le civisme, c'est quoi? Non, mais le civisme, c'est quoi? On peut pas demander aux Français à chaque fois de se serrer la ceinture. Ils n'arrêtent pas de le faire. En revanche, ceux qui ont tout, qui vont s'acheter quoi? Un yacht de plus, un hôtel particulier de plus, une île au bout du monde. Qu'est-ce qu'ils vont faire de plus avec cet argent? Donc moi, ce que je dis simplement, c'est que ça, vous savez bien, ce que dit le MEDEF, c'est qu'il y a des entreprises, il n'y a pas forcément des grandes fortunes. Ce que dit le MEDEF, c'est... Mais quelles sont les entreprises que nous visons? Nous visons des entreprises qui font plus d'1 milliard d'euros de chiffre. Comme le gouvernement. Pareil. Ben oui, mais pas le gouvernement, c'est la même chose. Le gouvernement, c'est temporaire, et le gouvernement, c'est sur des... Donc c'est là-dessus que vous allez jouer. C'est temporaire aussi, parce que c'est pas à vous qu'on va l'apprendre. Ce gouvernement, il est là, il est instable. Peut-être temporaire. Oui. Enfin, la réalité, c'est qu'il a déjà annoncé, y compris le fait que s'il devait rester, ce serait temporaire. Olivier Faure, la France... Je reviens quand même au fait que, moi je veux bien pourquoi est-ce qu'on protège toujours les plus riches? Est-ce qu'on ne protège pas les Français dans leur grande majorité? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas qu'il y a un problème pour l'école, il y a un problème pour l'hôpital, il y a un problème pour notre sécurité, et donc ça suppose qu'on ait des services publics qui fonctionnent, et que ça n'est pas possible de dire, pour les gens qui sont les plus riches et qui sont très contents de trouver un hôpital performant, qui sont très contents qu'on les protège avec des policiers, qui sont très contents aussi d'avoir des enfants qui vont dans les meilleures écoles du monde, eh bien, ça suppose que derrière, on les finance. Voilà, parce qu'il y a quand même l'état de fait. L'état de fait, c'est que la France a le niveau de dépenses publiques le plus important de la zone euro. Et pour moitié, il s'agit de dépenses sociales. La question qui se pose, au fond, là aussi, avec ce... je vous pose la question. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir le même modèle social, mais moins cher? Oui, mais je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on fait moins cher? On paye plus les infirmières, on paye plus les médecins, on paye plus les aides-soignantes, on paye plus les sages-femmes. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on dit que tous ces gens-là ont la vocation, donc finalement, on va se reposer sur le fait que ce sont des gens qui sont des gens qui ont une forme d'humanité supplémentaire, et on dit, écoutez, vous allez le faire pour rien. Non, mais là, vous prenez l'exemple des infirmières, et évidemment, tout le monde est d'accord avec vous. On n'a pas envie d'avoir moins de soignants dans le pays. En revanche, la Cour des comptes, par exemple, parle des fonctionnaires de la fonction publique territoriale. Il faudrait supprimer 100 000 postes. Là-dessus, vous dites quoi, vous? Mais qu'ils me disent où on les prend, parce que en fait, vous voulez que désormais on n'ait plus dans les collectivités locales ceux qui s'occupent. Vous voyez, moi je vois ce que me disent les gens. Ils me disent pour faire un passeport, pour faire une carte d'identité, c'est de plus en plus long parce qu'il y a de moins en moins de monde. Et qu'est-ce que vous voulez faire pour entretenir nos paysages, nos jardins, etc. Qu'est-ce que vous voulez qu'on arrête tout? Mais Olivier Faure, plus de police municipale. Quel est le problème? Si on regarde nos voisins qui ont eux aussi des services publics, qui pour certains fonctionnent bien, avec un taux de prélèvement obligatoire qui est moindre, une dépense publique qui est moindre, où est-ce que ça cloche en France? Mais quand vous allez chez le médecin aux États-Unis, non, je parle pas des États-Unis. Mais même, non, parce qu'on cite toujours les États-Unis, c'est pas du tout le même modèle social. Si vous voulez un modèle socio-comparable. Mais un modèle socio-comparable, ils ne sont pas totalement comparables. Si vous comparez ce qui doit être comparé, c'est-à-dire à prestation égale, en réalité, ce que nous faisons aujourd'hui en France coûte moins cher que ce qui se fait ailleurs, parce que quand vous ne l'avez pas
par le public, vous êtes obligé de passer par le privé. Et si vous prenez une assurance plutôt que d'avoir la sécurité sociale, ça vous coûte plus cher. Simplement, il y a ceux qui peuvent le faire parce qu'ils sont suffisamment riches pour le faire, alors que le modèle social français, c'est d'avoir mutualisé les risques et de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à la santé, aux accidents du travail, etc., que les accidents de la vie, les principaux accidents de la vie, le chômage, etc., eh bien, soient indemnisés de la même façon pour tout le monde, pour permettre justement que nous soyons au moins égaux devant le risque et parfois le malheur. Donc globalement, vous allez dire non à tous les rabotages sur les dépenses publiques. Mais tout ce qui fragilise les Françaises et les Français, oui, je serais contre parce qu'il y a d'autres moyens de faire. Si on n'avait aucun moyen, la taxation, je vous dirais, c'est ce que vous dites. Mais oui, mais enfin, quand moi je vous dis que par exemple sur l'impôt sur les grandes fortunes, qui a été supprimé par Emmanuel Macron, on pourrait revenir et faire en sorte que nous récoltions 15 milliards là-dessus. Je me dis, le gouvernement fait un pas, puisqu'il dit voilà, il fait une taxe minimale de 20%. Un pas temporaire et tout petit, et tout petit pas. Moi, ce que je dis c'est que quand même, quand vous avez des gens, enfin, je vais pas répéter ce que j'ai dit, mais les 500 plus grandes fortunes aujourd'hui qui ont gagné 600 milliards en 7 ans, est-ce que vous pensez vraiment qu'elles ne peuvent pas donner 15 milliards par an? Mais moi, je vous dis que si. Tous ces efforts là aujourd'hui qui doivent être faits s'inscrivent dans une trajectoire qui nous est aussi imposée par l'Union européenne, puisqu'on fait l'objet d'une procédure pour déficit excessif. La trajectoire du gouvernement, elle est simple, c'est atteindre les 3% de déficit en 2029. Vous êtes d'accord avec ça? Il faut atteindre cet effort-là? Il faut qu'il y ait une trajectoire qui soit fixée et c'est bien de se dire qu'on ne vit pas à crédit. Simplement. Et c'est quand même incroyable ce que vous dites là ce matin parce que vous avez fait campagne pendant les législatives sur plus de dépenses. Vous alliez creuser davantage la dette avec 500 milliards. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que tout ce qu'on demande, tout ce qu'on fixait comme nouvelles dépenses serait compensé par de nouvelles recettes. Il y avait 50 milliards de dépenses en plus dans votre projet. Rappelez-vous, il y avait 300 économistes qui ont travaillé avec nous, une prix Nobel d'économie, parmi les plus grands économistes de France, et nous avions à chaque fois qu'il y avait une dépense nouvelle, une recette nouvelle. Et donc c'est la raison pour laquelle nous n'avons jamais, nous, cherché à creuser les déficits. Qui a creusé les déficits et qui a creusé la dette en France? C'est le président Macron et ses gouvernements successifs. Pourquoi? Parce que la dette, elle n'est pas tombée du ciel, elle n'est pas arrivée par hasard, elle est arrivée parce qu'ils ont fait des cadeaux fiscaux aux plus riches et qui ont creusé, en fait, qui ont creusé la dette de l'État. C'est simple comme si vous-même, on vous dit qu'on vous supprime moitié de votre salaire, forcément, si vous avez des contraintes, vous avez un emprunt, etc., et que tous les mois vous payez la même chose, forcément, à la fin, vous avez des dettes supplémentaires. Donc juste, on ne touche pas aux dépenses publiques. Et juste une dernière question, parce que chacun fait ses propositions. Gérald Darmanin, notamment, propose... Mais si on touche, il y a des dépenses publiques. Tout à l'heure, que vous avez parlé des allégements de cotisations, c'est une dépense publique. Et donc là, on peut y revenir. Sur le crédit impôt recherche, qui bénéficie aujourd'hui à des entreprises, y compris, qui délocalisent leurs recherches. Il n'y a pas de raison quand même de continuer à les financer. Pourquoi est-ce qu'on finance des grands groupes qui peuvent financer leurs recherches sans problème? Et moi, je suis pour qu'on concentre l'effort de recherche, enfin de l'aide à la recherche des entreprises sur les entreprises moyennes et petites. En revanche, pour les très grosses, il n'y a aucune raison de monter au-delà d'un plafond qu'il faut fixer et que nous avons fixé à un niveau de 500 millions. Voilà, donc ça permet d'avancer. Olivier Faure, vous êtes avec nous jusqu'à 9h sur France Info. On laisse passer le fil info, 8h46, Maureen Suignard. Les effets de la tempête Kirk ne sont pas terminés. Le pic de la crue en Seine-et-Marne est attendu à la mi-journée. Le département reste en vigilance rouge. 6 autres départements sont en orange. Plusieurs autoroutes d'Île-de-France sont inondées. Une partie du périphérique nantais aussi. La SNCF indique aussi que des trains sont supprimés ou retardés dans plusieurs régions. Il y a aussi encore 65 000 foyers privés d'électricité. Patrick Martin dit redouter la destruction de centaines de milliers d'emplois alors que le gouvernement présente aujourd'hui son budget pour l'année prochaine. Le patron du MEDEF s'oppose aux baisses des allègements de charges patronales. L'exécutif recherche 60 milliards d'euros pour boucler son budget. Le risque d'embrasement qui impacterait l'Europe et la sécurité des Françaises et des Françaises est là, affirme à l'instant le ministre des Armées. Les autorités libanaises indiquent ce matin que 4 personnes sont mortes au sud de Beyrouth dans des bombardements israéliens dans une zone plutôt épargnée jusque-là. L'armée israélienne affirme, elle, avoir détruit 100 cibles terroristes du Hezbollah en 24 heures. Un 3e match de Ligue des Nations de football pour les Bleus ce soir, c'est contre Israël. Kylian Mbappé n'est pas de la partie. Il a été laissé à disposition du Real Madrid. Rencontre à suivre sur France Info dès 20h45. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia.
Et avec Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, on parle de ce qui se passe à l'Assemblée. Cette motion de censure, d'abord, contre le gouvernement Barnier, qui avait été déposée par le nouveau Front Populaire, qui a été rejetée avant-hier. Qu'est-ce que vous cherchiez à démontrer ? D'abord, dire où nous sommes. Nous sommes dans l'opposition. Et il y avait un hold-up électoral qui a été réalisé. Il était nécessaire de le souligner, de le rappeler, et ensuite de montrer qui est dans la majorité et qui est dans l'opposition. Vous voulez dire que le RN est dans la majorité, c'était ça l'idée ? C'est un soutien sans participation. Mais chacun l'a compris. Le RN qui était présenté jusqu'ici comme le principal opposant à Emmanuel Macron. Et on allait voir ce qu'on allait voir, et ils étaient l'alternative. Chacun comprendra aujourd'hui que le RN n'est pas l'alternative, il est devenu la béquille du macronisme. Et donc, j'espère que toutes celles et ceux qui, jusqu'ici, ont fait le choix du Rassemblement national, comprendront qu'avec le RN, ils auront la même politique qu'avec Emmanuel Macron sur le plan économique, et ils auront retaillé au plus, si c'est possible, avec le RN. C'est tout ce qui va changer, parce que la réalité, c'est que ils vont voter, ils vont laisser passer le budget. Ils vont laisser passer le budget de la Sécu. Et donc, vous verrez bien que à ce moment-là, toutes les mesures. Vous pensez qu'ils vont pas voter contre ? Autrement, ils d'ailleurs, s'il y a un vote, parce que peut-être qu'il y aura 49-3. Oui, mais ils censureront pas. Ils ont fait le choix de laisser vivre ce gouvernement. Donc, ne pas censurer, c'est approuvé, donc. Écoutez, il y a un moment où si vous ne voulez pas, vous dites que vous ne voulez pas. Là, pour l'instant, ce qu'on comprend, c'est que, au nom de la courtoisie, c'est ce que dit Marine Le Pen. Ne pas déstabiliser on déstabilise les pas. Enfin, il y avait d'autres possibilités. Il y avait la possibilité de dire la même chose avec le Front Populaire. Elle aurait pu dire, écoutez, je ne veux pas déstabiliser. C'est pas ce qu'elle a fait. Alors même que nous n'étions pas encore au gouvernement. Elle avait déjà annoncé qu'elle censurerait. Et que de toute façon, il n'avait aucune possibilité pour que le Front Populaire gouverne selon elle. Olivier Faure, il y a deux lectures quand même à ce qui s'est passé. Il y a celle que vous faites, le gouvernement ne tient que par la volonté du Rassemblement national. Puis il y a une autre lecture, le nouveau Front Populaire n'a pas de majorité parce que la motion de censure, elle n'est pas passée. La présidence de l'Assemblée, vous ne l'avez pas obtenue. Et donc en creux, ça renforce une nouvelle fois le gouvernement Barnier. Non, c'est sûr que quand il y a la droite et l'extrême droite... Il vous l'a rappelé hier. Non, mais si vous voulez me faire dire que la droite et l'extrême droite, ça fait plus que le Front Populaire, je vous donne le point. Il n'y a pas de problème. Droite plus extrême droite, ça fait largement plus que le Front Populaire. Si l'extrême droite n'était pas en soutien, alors là, on est dans une situation très différente. Et moi, ce que je dis, c'est que l'extrême droite a fait un choix. Il est clair, il y avait une possibilité pour aller vers plus de justice fiscale, plus de justice sociale, plus de justice climatique. L'extrême droite a dit avant même que le président nomme, c'est hors de question que le Front Populaire gouverne. Et elle avait le choix aussi pour dire qu'elle ne voulait pas de Michel Barnier. Elle a dit non, Michel Barnier, ça va, on y va. Donc ceux qui voulaient nous expliquer que jusqu'ici l'extrême droite était en contradiction complète avec la Macronie, eh bien ceux-là doivent reconnaître aujourd'hui que ça n'est pas le cas et qu'ils sont prêts à avaliser, y compris des mesures, celles que vous venez d'annoncer. Vous vous rendez compte que les Français vont payer désormais 4 € de plus quand ils iront chez le médecin. Il y a des gens qui se soigneront moins ou plus parce qu'ils ne peuvent pas l'assumer. Olivier Faure qui le propose, qu'il accepte. La vie politique est décidément bien compliquée à l'Assemblée en ce moment. La députée LFI, Aurélie Trouvé, a été élue hier à la présidence de la Commission des affaires économiques sur fond de division des macronistes et de LR. C'est une victoire pour la gauche ? C'est une victoire, en tout cas c'est satisfaisant de savoir que c'est le Front Populaire qui récupère cette présidence de la Commission des affaires économiques. LFI qui préside deux des commissions vraiment importantes de l'Assemblée, finances et affaires économiques. Ça n'aurait pas été logique que l'une des deux au moins revienne au PS ? Oui, enfin simplement, vous avez bien compris que ça n'était pas tout à fait prévu. Et qu'il n'y avait pas, en réalité, au départ, d'assurance sur le fait qu'Aurélie Trouvé puisse devenir la présidente de cette commission. Par ailleurs, je veux rassurer le MEDEF tout de suite. La réalité de la présidence d'une commission, c'est qu'on maîtrise l'ordre du jour, on ne maîtrise pas les votes. Et donc, il n'y a pas non plus un changement capital, en fait. Donc, nous allons utiliser ces commissions pour faire en sorte que la vérité puisse apparaître sur le plan économique, sur le plan budgétaire, que nous puissions avoir les données qui parfois nous manquent parce qu'elles nous sont cachées. Oui, ça c'est des moyens supplémentaires pour pouvoir faire apparaître la vérité, mais ça ne dit pas ce que sera la politique de la France, hélas. Olivier Faure, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a reçu une vingtaine de préfets mardi pour parler immigration. Il va leur envoyer dans quelques jours 2 circulaires qui visent à remplacer la circulaire Valls, qui permet la régularisation des sans-papiers pour des raisons de travail ou de vie familiale en France. Il veut la modifier, cette circulaire Valls. Comment vous réagissez ? Je ne sais que dire.
Un peu d'humanité ne nuit pas. Il ne s'agit pas de régulariser tous les sans-papiers. Il s'agit de dire qu'il y a des gens qui sont dans une situation qui justifie le fait qu'ils soient régularisés. On parle là de familles, de travailleurs, de gens qui ont leur vie en France. Et C'est 30 000 personnes chaque année. Oui. Lui, il pose la question, le ministre de l'Intérieur. Il y a aujourd'hui pratiquement 1,5 million d'étrangers en situation régulière qui sont au chômage. Qu'est-ce qu'on en fait ? On continue de fermer les yeux sur le travail clandestin. C'est une autre question aussi qu'il pose. Mais vous savez très bien que le travail clandestin, il est en réalité l'œuvre de patrons peu regardants et qui l'utilisent notamment dans les travaux publics, etc. et qui cherchent à faire de l'argent avec des gens qui sont des proies faciles parce que précisément, elles sont sans droit. Mais dans ces cas-là, c'est pas le rôle de l'État d'intervenir ? Dans ces cas-là, ce qu'il faut revendiquer, c'est l'inverse, c'est de régulariser les gens qui travaillent et qui sont sans papier, parce que ça leur donne des droits et la possibilité de se défendre. Et ça n'en fait pas une main-d'œuvre corvéable à merci. Mais Bruno Retailleau a fait un choix, celui de s'aligner sur l'extrême droite. Et on comprend, c'est la seule raison pour laquelle on peut comprendre que Marine Le Pen s'aligne aussi sur ce gouvernement. C'est que Bruno Retailleau est en réalité la marionnette de l'extrême droite. Il est celui qui, aujourd'hui, cherche sur tous les terrains à satisfaire ce qu'elle a toujours dit. J'ai lu ce qu'il a dit dans Le Parisien de ce matin, où il explique qu'il veut même, y compris, remettre la loi immigration qui a été censurée par le Conseil constitutionnel. Et c'est là qu'on comprend ce qu'il dit quand il dit qu'il est contre l'état de droit. C'est que lui-même, alors qu'il sait que cette loi a été censurée par le Conseil constitutionnel, il dit qu'il faudrait y revenir. Dans cette loi, il y avait notamment la préférence nationale. Mais ça veut dire qu'il a effectivement une volonté, et cette volonté, c'est celle qui est exprimée de tout temps par l'extrême droite, qui a toujours cherché à opposer le concept de souveraineté populaire au concept d'état de droit. Alors l'état de droit, c'est quoi ? C'est ce qui protège chacun d'entre nous, y compris quand on est minoritaire. Là, la démocratie, ça n'est pas simplement de dire que celui qui a la majorité peut tout faire contre tous les autres. Olivier Ça Faure. veut dire qu'il y a des règles, des principes, des valeurs qui nous gouvernent et qui doivent être respectées, quelle que soit la majorité. Olivier Faure, sur un autre sujet, la délinquance des mineurs, Didier Migaud, garde des Sceaux, qui fut député socialiste dans une autre vie, envisage d'écarter ce qu'on appelle l'excuse de minorité pour des faits d'extrême violence. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je pense que c'est une possibilité qu'il faut envisager. Quand on a je vois ce qui s'est passé à Marseille avec ce très jeune homme, tueur à gages, 14 ans. Bon, évidemment, il y a un moment où on se dit que ça n'est pas tout à fait commun et on ne va pas le mettre simplement avec un bracelet électronique ou le placer en centre fermé. Il y a un moment où il y a quand même des gens qui présentent une dangerosité telle que ça suppose qu'on prenne garde. Alors après, ce qu'il faut, c'est pas simplement condamner, il faut aussi aider à la réinsertion. Parce qu'on peut imaginer qu'à 14 ans, on n'était pas complètement formé et qu'il est possible de récupérer, je l'espère en tout cas, ces jeunes gens. Et donc ça suppose qu'il y a un accompagnement et qu'on ne réduise pas les crédits, notamment de la protection judiciaire de la jeunesse, qui est en train de se faire. Les 500 millions dont Didier Migaud va être privé, ils sont justement destinés à la réinsertion de ces jeunes. Mais donc si vous entendez bien, en tout cas, si Didier Migaud présente un texte en ce sens, le nouveau Front Populaire, ou en tout cas le Parti Socialiste, le votera. Je demande à voir ce que sera le texte. Il sera certainement pas uniquement ça. Mais je dis qu'effectivement, pour des crimes très graves, pour les crimes sexuels, pour des crimes de sang, l'excuse de minorité se justifie moins. Olivier Faure, vous comptez vos jours à la tête du Parti Socialiste ? Parce qu'en ce moment, vous avez plein d'amis. Je les compte, ça fait 6 ans. Ouais. Il y en a plusieurs dans vos partis qui veulent votre tête, à commencer par François Hollande. Est-ce que vous l'avez appelé pour en discuter franchement ? Bon, on s'est croisés hier, on en parlait, comme toujours. En fait, on est des êtres courtois, civils. Et vous savez, vous connaissez Cyrano de Bergerac, et donc cette phrase qu'Edmond Rostand fait dire à son héros, on n'abdique pas l'honneur d'être une cible. Voilà. Mais vous l'avez pris comment ? Vous avez été surpris ? Vous avez été surpris par non. cette... Mais ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans que les mêmes. Vous ne pouvez pas rester à la tête du parti. Mais oui, mais mais il a déjà dit au dernier congrès, il avait déjà dit avant. Ça fait 6 ans que les mêmes disent la même chose et ils le disent. Pourquoi ? Parce que ils veulent prendre la tête du Parti socialiste. Pourquoi ils veulent la prendre ? Précisément parce qu'on a réussi quelque chose. Si le Parti socialiste était un cadavre, personne n'en voudrait. Simplement, et c'est facile à vérifier, on a doublé le nombre de nos parlementaires au Parlement européen, on a doublé le nombre de nos parlementaires à l'Assemblée, nous sommes le deuxième groupe au Sénat, bref... On rappelle que sur le Parlement, l'élection au Parlement européen, Raphaël Glucksmann n'est pas tout à fait sur la ligne, même s'il a soutenu ensuite le Front Populaire, mais c'était pas celle de Jean-Luc Mélenchon.
Mais je suis Et pas pas non sur plus la Jean-Luc ligne de Mélenchon. l'alliance avec Jean-Luc Mélenchon. Ça peut être échappé, mais je suis pas non plus Jean-Luc Mélenchon. Jamais été Jean-Luc Mélenchon. Vous allez Et l'organiser j'ai ce congrès ou pas alors? Et je vous rappelle que Raphaël Glucksmann, j'ai fait le choix à 2 reprises de faire en sorte que ce soit lui la tête de liste contre François Hollande, par exemple, qui considérait que c'était un bobo de Saint-Germain-des-Prés. Moi, j'avais dit pas du tout. En fait, c'est quelqu'un qui va défendre avec nous des valeurs, des principes, et j'ai fait cette campagne plus que quiconque au Parti socialiste. J'ai fait le Tour de France, outre-mer compris. Oui, mais alors du coup, juste la question du congrès. Le congrès, il va avoir lieu quand? Il aura lieu en 2025, comme prévu par les statuts. Début 2025? Soyons clairs. Je ne vais pas maintenant déclencher un congrès en plein débat budgétaire. Vous vous rendez compte que les Français, on vient de parler de sujets extrêmement graves, et là, on dirait, pendant les 6-7 prochains mois, on va se regarder le nombril, on va se taper dessus pour des motifs qui sont parfois très ésotériques. Il y a le budget aujourd'hui, mais il y a un risque de nouvelles dissolutions dans un an. D'ailleurs, peut-être que vous préparez déjà les législatives. Donc de faire en sorte que le Congrès gêne le moins possible et que les Français n'aient pas le sentiment que les socialistes passent leur vie en Congrès. Nous avons fait un congrès il y a 1 an et demi. Et puis 1 an auparavant, est-ce que vous connaissez beaucoup de partis qui font des congrès tous les ans? Ça n'existe pas. Donc on a besoin aussi, à un moment, après des gens qui ont fait les militantes et les militants socialistes, ils ont fait 2 campagnes électorales au cours de l'année. Je crois qu'ils ont aussi envie, non pas seulement de souffler, mais de se dire que ce qui compte, c'est d'abord de parler aux Françaises et aux Français plutôt que de se parler à nous-mêmes sur des bases dont on ne comprend pas toujours le sens. Parce que j'ai compris qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient ma place, mais qu'est-ce qu'ils voulaient à ma place? Ça, c'est pas clair. Merci Olivier Faure, vous étiez l'invité de France Info ce matin. Je vous laisse en compagnie de Salia Braclia et Renaud Dely, les informer dans 2 minutes.